accueillons aujourd'hui à Strasbourg, capitale de l'Alsace, capitale européenne, co-siège du Parlement européen, siège du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est avec un immense plaisir que j'ai traversé l'Atlantique pour venir ici célébrer effectivement la 8e rencontre annuelle des conférences d'Orbicom qui sont instaurées depuis quelques années maintenant. Organisée conjointement par la chaire du titulaire M. Philippe Voillon, ainsi que par Orbicom, le réseau des chaires UNESCO, je suis ravie d'être dans cette grande université qu'est l'Université de Strasbourg. Amis, dear friends, queridos amigos, liebe Freunde. Hier soir, lors du dîner anniversaire, j'ai évoqué le processus historique qui, de Windhoek en mai 1991, à Montréal en mai 1994, a conduit à la création d'Orbicom, en insistant sur le rôle déterminant joué tout au long de ces 3 ans par une grande professionnelle de la communication d'origine québécoise, Madame Thérèse Paquet-Sévigny. C'est un honneur d'être ici au début de cette conférence importante sur un thème encore plus important. Et bien sûr, faire partie des personnalités les plus importantes, celles qui portent le titre de chaire l'UNESCO et les autres membres d'Orbicom qui souhaitent d'être associés à ce réseau florissant. Je suis très heureux et en même temps, vous ne pouvez pas imaginer, moi qui ai partagé les premiers moments de la création de ce réseau avec Madame la rectrice Magda Fusaro, le fait qu'il y a une participation exceptionnelle ici à Strasbourg, 60 membres on m'a dit, et que aussi bien l'UQAM s'est déplacé que l'UNESCO s'est déplacé à un haut niveau, puisqu'ils ont été et ils sont toujours les tuteurs de ce réseau. J'ai oublié d'indiquer entre parenthèses le fait que j'ai réussi, grâce à Philippe, qu'il y ait un link entre l'université et l'Observatoire européen de l'audiovisuel représenté par la chaire Suzanne Nicolchev, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé et beaucoup apprécié de travailler en tant que régulateur pendant 5 ans. 39 chaires, plus de 250 membres associés, cette internationalisation qui se renforce, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, comme on dit au Québec, veut pas, le politique, il est l'exécutant testamentaire au profit de la liberté d'expression, et le citoyen, c'est le légataire universel de cette liberté d'expression. Bienvenue à Strasbourg. Je suis très touchée, très émue de participer à l'ouverture de cette 8e édition du congrès du réseau Orbicom, très honorée d'y être invitée à prendre la parole. Alors je vais en profiter pour saluer votre travail et témoigner de toute l'admiration qu'il suscite. Et je rends hommage également aux efforts qui sont entrepris par le réseau et par chacun d'entre vous pour débattre de questions mondiales, de questions majeures, tout en faisant résonner des situations particulières auxquelles vous êtes évidemment confrontés et pour aboutir à des définitions communes. Et en ma qualité d'adjointe aux affaires européennes et internationales, je suis toujours très fière que des assemblées telles que la vôtre se réunissent ici à Strasbourg et qu'elles y trouvent effectivement un espace propice au débat. Now, this leads me to remind you that, for example, the French president, like also other countries, felt strongly that these elections should be protected from false information, especially those disseminated over internet platforms. So they pushed for a bill on fighting false information, which meanwhile became law and is supplemented by recommendations for internet platforms on how to implement that law. Et nous ouvrons donc la thématique de ce congrès mondial Orbicom des chaires UNESCO autour de l'expertise de Dominique Volton. Il y a plusieurs ambitions, évidemment. C'est laisser libre cours à la liberté d'expression. C'est également analyser les différents aspects de la démocratie dans les espaces publics et dans les différents territoires dans lesquels elle s'exprime.
mais également c'est la possibilité de faire un bilan des différents travaux menés auprès des différentes chaires qui sont représentées ici. Mais un bilan ne suffit pas, bien évidemment, il faut également faire de la prospective, c'est ce qui caractérise la recherche. Il faut également avoir une posture critique. Critique signifie pouvoir s'engager, donc une parole engagée qui revendique des prises de position. Et c'est là également le postulat d'un scientifique. C'est également la position d'un chercheur, tel que Dominique Volton, qui va s'exprimer tout à l'heure. Communiquer, c'est souhaiter aimer quelqu'un ou plusieurs personnes et éventuellement que le message soit reçu. C'est une des plus grandes valeurs de la démocratie. Et là, c'est avant tout un mal fou à communiquer. Et ce qui m'intéresse, c'est ce chassé-croisé qui s'est fait au XXe siècle. En gros, le XXe siècle est la première fois, grâce à 4-5 siècles de bataille de nos aïeux, où il y a la liberté de la conscience, la liberté de la parole, la liberté d'opinion. Pas la liberté complète des individus, mais enfin quand même. Bref, en tout cas, les pays riches développés, nous sommes dans une liberté de communication exceptionnelle. Et le XXe siècle, c'est aussi la découverte que l'incommunication règne, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas grand-chose à se dire et qu'on ne se comprend pas. Et donc, l'immense déception du XXe siècle, c'est ça, c'est que c'est très compliqué de communiquer. Et plus nous éprouvons les difficultés anthropologiques et cognitives de la communication, plus naturellement, simultanément, et c'est ça ce fameux chassé-croisé, les techniques n'ont cessé d'être de plus en plus performantes, le téléphone, la radio, la télévision, Internet, les réseaux. Et nous avons assisté à une espèce de renversement de valeurs. Pendant des siècles, information et communication étaient relativement synonymes. Informer, c'était communiquer. Et le XXe siècle, c'est la découverte que la communication humaine est très difficile, que la communication technique est très facile, et qu'il y a de moins en moins de rapport entre l'information et la communication. Et c'est une phrase que je répète tout le temps, informer n'est pas communiquer. Il y a des enjeux évidemment des réseaux et d'Internet au niveau mondial, il y a pléthore d'informations dans tous les sens. On passe notre temps dans des interactivités, and so what. Il n'y a pas de rapport entre le volume, la vitesse des échanges d'informations, l'interactivité et la communication. En fait, l'information, ça va très vite, et la communication, ça va très, très, très lentement. Et quand des journalistes de bonne foi ont cru il y a 20 ans qu'avec les réseaux, il y aurait plus de vérité, évidemment, c'est faux. La liberté d'expression n'a jamais été une liberté sans condition. La liberté d'expression, dont les journalistes savent très bien le prix à payer, etc., depuis toujours dans l'histoire du monde, savent très bien que la liberté d'expression, elle doit être garantie. Et que j'ai quelque chose à dire, ce que tout le monde dit sur les réseaux, ça ne veut pas dire la vérité. J'ai quelque chose à dire, c'est de l'expression. C'est pas de la communication. Si on veut de la communication, on dit j'ai quelque chose à dire, je vérifie que l'autre, le récepteur en face, a entendu ce que je voulais dire, que j'espère qu'il l'a compris, ce qui n'est rien d'évident, et que si par hasard il répond, je suis prêt à écouter ce qu'il dit. Par contre, j'ai quelque chose à dire, ça c'est formidable. Tout le monde raconte sa vie sur les réseaux. Mais l'expression, c'est pas de la communication. Et c'est ça notre tragédie. Et comme je dis, depuis des années, j'avais fait un livre mettant en cause la philosophie d'Internet il y a 25 ans, qui s'appelait Internet et après, point d'interrogation, c'est évidemment ironique. J'avais dit, mais si tout le monde s'exprime, qui écoute? Personne n'écoute, je veux dire. Mais on a tous quelque chose à dire. Ce qui n'est quand même pas toujours très intéressant. Donc la tragédie des journalistes, c'est qu'ils ont cru qu'en accédant à ce vivier d'expression des réseaux, ils élargiraient leur capacité de vérité. Hélas, non. Et tout le problème déontologique de la presse occidentale, c'est naturellement de rétrocéder, de ressortir de cette mirage de l'expression et de refaire le boulot, c'est-à-dire contrôler l'information, l'assumer, vrai ou faux. Et la deuxième chose qu'il faut dire violemment et nettement, ne confondons pas le rôle d'Internet dans les dictatures avec le rôle d'Internet dans la démocratie. De l'Amérique du Sud à l'Europe, en passant par l'Afrique, de l'Indonésie ou de l'Asie de manière plus générale, aux États-Unis en passant par le Moyen-Orient, chaque année nous avançons un peu plus dans la collaboration
en pensant que la mondialisation ne doit pas être qu'un simple réseau financier ou commercial, mais aussi un réseau d'hommes et de femmes épris de liberté qui veulent faire avancer la recherche dans un domaine aussi mouvant et complexe que celui de la communication. avec de bonnes mines sincères. Au glissement de
de votre nez, on saura si vous êtes crispé ou du genre à vous laisser faire. Votre bonjour déterminera le parcours de nos relations humaines. Un peu comme dans ces soirées On se dit c'est mal barré devant les tronches peu amènes. Mais si maintenant vous souriez, nous on sera rassurés et nos peurs auront été vaines. Alors est-ce qu'on se dit ou pas? Bonjour! Bonjour! Bonjour, Pickup! Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Oui! Est-ce que les marcomés sont bonnes? Oui! Vient le temps des présentations, nous on veut faire grande impression, du jupon jusqu'au faussaire. On s'appelle Margot et Martin, on est du genre très petits copains qui partagent un lit et des rêves. C'est un piano qu'on s'est choisi pour vous raconter nos vies et notre petit bout de vingtaine. On a oublié de vouloir Pour le silence sur nos histoires qu'on partage sans honte et sans gêne. avant de se dire au revoir. Le défi c'est de savoir nous faire revenir à la prochaine.